Bonjour, ravie d'accueillir Isabelle Filiosa. Comme on l'avait annoncé, nous sommes en direct sur Instagram. On attend que vous arriviez tranquillement. Dites-nous si vous nous entendez bien parce qu'il y a pas mal de bruit. Voilà, bonjour Beriane. Est-ce que tu nous entends ou est-ce que je branche un micro? Si tu sais nous dire. Bonjour ma première histoire. Le monde arrive. Dites-nous si, si vous nous entendez. Ah, vous voyez, c'est en conditions réelles, on entend tout. Ah, bonjour Jouer pour apprendre. Est-ce que vous nous entendez bien? On vous entend bien. Super. Magnifique. Alors, merci Isabelle en tout cas de me rejoindre ici à Bruxelles. Cette invitation. Mais c'est avec grand plaisir. J'ai demandé à nos followers de poser des questions. Je suis toute oui. Et donc on va répondre à ces questions pendant le live si tu veux bien. S'il y a d'autres questions en cours de route, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou et de mettre en commentaire vos questions. Si on a le temps, on en ajoutera du coup à la longue liste, mais j'ai déjà 2 pages. Alors, première question tout de suite. Rentrons dans le vif du sujet. Quelle est l'importance du développement personnel du parent pour pouvoir mettre en pratique la parentalité bienveillante? Le développement personnel du parent, eh bien, c'est un ongoing process. C'est un processus forcément en cours. On ne peut pas attendre d'avoir fait une thérapie, de s'être complètement développé avant de faire un enfant, parce que de toute façon, on est rarement conscient de tout ce qui va se passer et de comment la présence de l'enfant va faire se lever à l'intérieur de nous toutes sortes de réactions qu'on n'imaginait même pas. Bref, avant d'avoir un enfant, la vie elle est cool. On est rarement confronté. Bon, déjà quand même en couple, il commence à y avoir quelques frottements et souvent on hyper réagit et on se retrouve à faire des choses ou à dire des choses qu'on n'aurait pas imaginées de soi. Mais alors avec un enfant, c'est puissance 100 000. Donc c'est sûr. En fait, la présence de l'enfant, les contacts avec l'enfant nous font à la fois revivre notre propre enfance, on projette sur l'enfant notre propre histoire, du coup ça fait des conflits, on a souvent des souvenirs de trauma, en fait non, on n'a pas le souvenir. Et si on avait le souvenir, et c'est là que le développement personnel est utile, si on avait le souvenir, on pourrait se dire « Ah, cette situation me fait revivre ce trauma et du coup c'est pour ça que je réagis de telle et telle manière. Peut-être je peux soigner mon trauma qui n'a rien à voir avec mon enfant d'aujourd'hui et puis je vais peut-être trouver une autre façon de réagir. En tout cas, m'adapter à la situation présente plutôt que de plaquer ma réaction d'enfant. Qui est soit la réaction que j'avais quand j'étais enfant, et donc avec tout le côté désordonné, démuni, etc., soit qui va être je vais rentrer dans l'image de mon parent et donc je vais me retrouver à faire comme mon parent faisait sur mon enfant. Donc là, des deux côtés, finalement, on n'est pas juste envers la situation, on est en train de vivre notre passé. Ouais. Donc oui, c'est certain, c'est extrêmement utile de faire de la thérapie, de faire du développement personnel quand on vit avec un enfant. Parce que ça n'est pas si personnel que ça n'est pas seulement pour s'occuper de son nombril, c'est pour améliorer nos capacités de communication, de relation avec notre enfant, avec le conjoint, avec l'autre parent. Donc tout à fait. Il y a un peu cette remise en question de soi aussi, quelque part, qui est forcée quand on devient parent. C'est ça, mais j'aime pas le terme remise en question, parce que remise en question, c'est comme si... déjà, c'est comme si on ne se posait aucune question, de toute façon on se pose des questions, mais se mettre en question, c'est mettre du doute, c'est comme si on faisait quelque chose de mal. C'est ça. Et ça, j'aime pas trop. C'est pas parce vrai. qu'en fait, non, il ne s'agit pas de se remettre en question, il s'agit d'aller de l'avant, de se soigner à l'intérieur. Quand on se remet en question, c'est pas un acte d'amour envers soi. Or, l'autocompassion, on sait combien c'est nécessaire. On sait qu'on a besoin de s'aimer inconditionnellement soi pour pouvoir construire et aimer l'autre.
Donc c'est vraiment... Bon, voilà, le langage c'est porteur de toutes sortes de choses quand même. C'est vrai. Donc de travailler sur un problème, ça j'aime pas non plus. C'est ça. Tous ces trucs-là, non. Oui, même travailler sur soi, on n'est pas un chantier. Travailler là. sur soi, voilà, c'est ça, non. Donc c'est plutôt, voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer, qu'est-ce que j'ai envie de soigner en moi, comment j'ai envie de prendre soin de moi, C'est ça. prendre soin de soi en tant que parent, c'est vraiment essentiel. Super, quelle belle entrée en matière en tout cas. Du coup, je regarde un petit peu si on a des commentaires. Je ne vois pas de questions pour le moment, supplémentaires en tout cas. Quel rôle le parent peut-il jouer dans l'accompagnement des émotions de son enfant? Un rôle fondamental. En Ça, fait, c'est la question de base. quel rôle il peut jouer? Il joue un rôle D'office. d'office, exactement. Depuis la naissance et toutes les interactions, l'enfant vit, traverse des proto-émotions quand il est encore très bébé et puis petit à petit des émotions. Et notre attitude face à ces émotions va dessiner ses capacités de régulation émotionnelle. C'est ça. Parce que les capacités de régulation émotionnelle, elles ne sont pas préconstruites dans le cerveau. Non. Ça va se faire progressivement grâce à notre attitude. Donc si nous, l'adulte, nous ne savons pas du tout gérer nos émotions, les réguler, et donc dès que l'enfant se met à pleurer, on se met nous-mêmes dans C'est l'émotion, eh bien on lui enseigne rien du tout sur la régulation, et au contraire on lui enseigne que finalement c'est bien de ne pas réguler. C'est ça. Et donc oui, on a vraiment un job à faire. Le premier job, c'est d'apprendre à réguler nos propres émotions. Donc s'occuper de soi, encore une fois. On y revient. Développement personnel, encore une fois. Apprendre à souffler, voilà. Et une fois que je sais mieux réguler mes émotions, enfin, c'est pas une fois que, parce qu'en fait, ce qui est génial avec les enfants, c'est qu'on apprend ensemble. Bien sûr. Grâce à eux, eh bien, on découvre des émotions de soi qu'on ne savait même pas que ça existait. Et donc, il se passe ça en moi, mais qu'est-ce que je fais avec? Et puis, du coup, je considère aussi l'enfant et je regarde l'enfant, je dis, waouh, il a un besoin là. Et du coup, je vais me centrer davantage sur le besoin. Et on entre un peu en co-régulation et en co-apprentissage du coup avec son enfant. Tout à fait. Tu t'y connais, hein? Voilà. Et donc, ce qui est important, le parent, il a un rôle de fournir la sécurité. C'est ça. Et la liberté. Il y a toujours ces deux mouvements, ces deux besoins essentiels. Même si quelques-uns caricaturent mon message en disant que ce n'est que dire l'amour, non, c'est l'amour, mais si je suis tout le temps comme ça, je ne donne pas assez de liberté, donc voilà, ça ne va pas aller. Tu as besoin aussi de liberté, mais et de pouvoir personnel en fait. Donc, mais la sécurité, c'est vraiment essentiel. Et là, si tu es mon enfant et tu vis une émotion, tu es en plein dans l'émotion, tu n'as pas encore, enfant, on n'a pas encore les capacités émotionnelles de pouvoir réguler ce qui se passe. Donc du coup, ça part dans tous les sens et ça panique. Donc le job de l'adulte, c'est d'être là, je suis là, solide. Alors j'ai pas besoin de toucher, quelquefois même il vaut mieux pas toucher, justement pour laisser de la liberté à l'expression. Mais je suis là présente et je vais parler d'une voix douce pour connecter avec les zones de je me sens en sécurité. Et je mets des mots. Donc, du coup, si en même temps sont associées les zones cérébrales de activation émotionnelle et en même temps les zones je me sens en sécurité et les zones de langage, et bien, petit à petit ça s'associe parce qu'il y a une règle dans le cerveau, c'est que tous les neurones qui sont activés en même temps se connectent entre eux, ils se relient. Donc, mon job, il est d'aider mon enfant, d'aider le cerveau de l'enfant à relier les neurones, à connecter les neurones de capacité régulation avec l'intensité émotionnelle. C'est ça. Et donc, petit à petit, ça se fait. Ça va créer des connexions qui seront utiles tout au long de sa vie. C'est ça. Et donc, du coup, je reste stable, tranquille, en sécurité. C'est ça. Et je mets des mots sur l'émotion, sur ce qui se passe. Éventuellement, comment, alors les enfants peut-être un peu plus grands, comment aborder, je veux dire, et réévaluer la situation, réguler du coup l'émotion correctement. Enfin, correctement, le mieux possible pour lui en tout cas. Voilà, petit à petit, on va lui fournir des outils de régulation, on va lui enseigner. C'est vraiment le job de parent, c'est un job multiple. On est à la fois le coach, l'enseignant, on est plein de... Et c'est intéressant de voir que on ne peut pas juste attendre pour toi, régule tes émotions. C'est ça.
ça ne veut rien dire. Il ne sait pas faire. Et Oui. donc, bon, enfin, nous non plus, on ne sait Non, pas bah faire. non. Donc voilà, c'est pour Je ça que confirme. développement personnel d'abord pour pouvoir, en même temps, voilà, on a tous besoin d'apprendre à réguler nos émotions. Ah, je vois une petite question là qui passe sur le cerveau. Pensez-vous que l'élagage synaptique est en lien avec la phase d'opposition des 2 ans? Alors, bon, effectivement, il y a un élagage synaptique qui se fait au cours de l'enfance. Et fort à 2 ans. Oui, mais au mais niveau scientifique, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu de la littérature sur le sujet, mais je pourrais creuser peut-être pour un article dans le magazine si ça vous intéresse. En fait, c'est lié à la myélinisation plus Tout à fait. importante du cerveau préfrontal au moment quand on a 2 ans. Parce qu'effectivement, il y a une accélération de la myélinisation. Or, il est vrai qu'à l'adolescence, c'est le cas. L'élagage permet une myélinisation plus importante. Donc, c'est possible. On ne sait pas encore. Voilà. On va explorer. Mais on va explorer. Je regarderai un petit peu la littérature sur la Mais question, en tout cas, effectivement. ce n'est pas l'élagage en lui-même Qui va peut provoquer créer, ça. mais par contre, la myélinisation, oui, puisque c'est une activation davantage du cerveau préfrontal. Et dans le cerveau préfrontal, on a envie d'être dans son libre arbitre, d'être soi-même. Ça n'est pas une phase d'opposition. Ça, c'est ce que racontaient dans le passé certaines personnes, certains psys même, mais on nous a beaucoup dit que c'est une phase d'opposition parce que ça ressemble à une phase d'opposition si nous, on donne des ordres. Oui. Si nous, on est dans un rapport de domination avec l'enfant, et c'était le cas quand même pour beaucoup de parents, donc si on est dans un rapport de domination, l'enfant, comme son besoin, c'est un besoin d'autonomie, forcément, il va résister. Oui. Mais bon, c'est juste parce que c'est un humain. C'est un scoop, les enfants de 2 ans sont déjà des humains, et donc dotés d'un cerveau préfrontal, c'est-à-dire du libre arbitre, et on a besoin d'utiliser nos compétences, nos capacités. Avant 2 ans, l'enfant, il n'a pas trop conscience de ça, donc il fait globalement ce qu'on lui dit. C'est ça. Mais à 2 ans, il y a toute cette myélinisation, son cerveau préfrontal. Donc il a des nouvelles capacités de penser par lui-même et de choisir. Oui. Donc du coup, il veut exercer ses capacités. Tout à fait. Il veut développer ses capacités. Donc 2 ans, c'est une phase où on cherche le pouvoir personnel, on cherche l'autonomie, mais on ne cherche pas la dispute et la Non, bagarre. bien sûr, bien sûr. Et après, là où il y a le frottement, c'est entre les demandes de l'enfant d'autonomie, justement, qui peuvent être dangereuses parfois, et du coup, le parent qui dit waouh, mais non, ça, tu peux pas faire tout seul. Et donc là, il y a un peu une friction qui peut se faire, effectivement, parce que l'enfant veut absolument le faire tout seul, et donc il faut trouver des compromis. Tout seul, c'est la phase d'après, un petit peu. C'est juste après qu'on Oui. ait pu dire non, C'est ça. non. Du coup, Et c'est vrai phase que de tout j'ai seul. remarqué effectivement que on a tendance souvent à dire non, entre 0 et 2 ans, avec l'enfant qui commence à marcher, à toucher un peu, non, touche pas ça, non, fais pas ci, non, fais pas ça. Et les parents qui vont dire moins non et qui vont plus utiliser le stop par exemple, etc., auront peut-être des enfants qui seront moins dans le non, 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 qui diront aussi. Ah ben c'est sûr. Voilà. Mais alors c'est marrant apprend, parce c'est que, marrant. voilà, effectivement, il y a beaucoup de mimétisme aussi dans Oui. cette phase Tout à fait. d'opposition, comme on l'appelle. Alors qu'en final, si on est dans un schéma familial un peu différent où on va Ouais, collaborer plus avec l'enfant, je pense que voilà, il y a certaines phases qui seront plus collaboratives, tout à fait. même si l'enfant a besoin effectivement, comme tu dis, de se confronter et d'affirmer sa capacité de faire les choses ou de dire les choses aussi. On est obligé de dire non pour pouvoir je veux quoi. C'est ça, oui. Si je dis jamais non, je ne peux pas savoir Bien si sûr. là tu me mets la cuillère, est-ce que je veux vraiment manger ou pas. Voilà, Si oui, je mange, je suis hop, tout à fait. voilà. Donc là, hop, non. Ah bah si, j'en veux. Oui, voilà, Et tout du à coup, fait. D'où aussi parfois les parents qui s'agacent parce que tu veux pas le goût du Exactement. fameux yaourt qu'on ouvre Exactement. avant, Voilà, c'est avant ça. l'heure, quoi. C'est ça. Et il y a aussi cette capacité de langage aussi à 2 ans qui se développe beaucoup ou pas encore chez certains et qui peut provoquer énormément de frustration. Moi je l'ai vu avec mon fils qui a 2 ans ne parlait pas du tout. Le langage des signes nous a sauvés dans J'allais cette parler phase. du langage des signes là, Effectivement, oui, parce je pense que c'est vraiment utile dans voilà, ce pour moment-là. vraiment les signes de base, on n'a pas besoin d'être bilingue, mais effectivement ça peut aide. vraiment aider. Ça aide. Alors, tu fais énormément de conférences, tu as rencontré énormément de parents au cours de ta carrière. Quelles sont vraiment les difficultés majeures que les gens te rapportent, avec lesquelles les parents viennent, les plus grandes souffrances, quelque part, les plus grandes difficultés qu'ils peuvent rencontrer en termes de parentalité? Il n'y a pas de schéma récurrent, peut-être. C'est peut-être chaque fois des situations différentes. Il y a quand même beaucoup de schémas récurrents. Je pense que ça commence à changer un peu, mais ce qui fait vraiment souffrir les parents, c'est la souffrance des enfants.
Et on est très très démunis quand nos enfants souffrent et comment les accompagner dans cette détresse qu'ils montrent parfois. Mais ce que les gens demandent le plus en conférence, c'est davantage autour de il me désobéit, quoi. Il ne fait pas ce que je demande. On est encore dans ce schéma global de l'enfant doit faire ce que l'adulte attend. Et du coup, quand il n'y a pas une coopération de l'enfant, ça coince. Oui. Et donc on est à ce passage, mais là quand même il y a de plus en plus un désir d'écouter l'émotion, d'accompagner. Ce qui est de plus en plus, c'est ça, c'est comment faire, comment entendre l'émotion de l'enfant sans être complètement soi-même bouleversé, quoi. C'est voilà, face à une souffrance ou à un énervement de l'enfant, à quelque chose des émotions de l'enfant, comment est-ce que je réagis à l'intérieur? Oui, parce qu'on sait qu'effectivement, notamment le pleur chez le bébé et aussi les manifestations émotionnelles chez le jeune enfant vont provoquer des réactions physiologiques chez l'adulte. On est programmé pour répondre à la souffrance des autres et encore plus pour le fruit de nos entrailles, évidemment. Exactement. Selon toi, quelles sont les choses dont un enfant a vraiment besoin de façon fondamentale pour pouvoir bien se développer? Il y a 2 besoins fondamentaux. Le premier besoin, c'est l'attachement. Oui. Il a besoin de sentir qu'il a une place dans le cœur de sa maman, de son papa. Il a besoin de sentir qu'il a une place dans sa famille, qu'il appartient. Et qu'il est en sécurité et que son parent, il y a au moins une figure d'attachement vers laquelle il va pouvoir se tourner et qui va lui fournir la sécurité dont il a besoin. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et il a besoin d'être en très forte proximité de cette figure d'attachement quand il est tout bébé. Et au fur et à mesure qu'il grandit, eh bien, il va avoir besoin de vérifier la disponibilité de la figure d'attachement, mais pas forcément d'être collé à la figure d'attachement. Et le deuxième besoin, eh bien, c'est le besoin de liberté, de libre arbitre, d'autonomie. C'est le besoin d'explorer. C'est le besoin de se sentir fort, de se sentir en capacité de faire des choses. Et donc c'est à la fois physiquement, l'enfant a besoin de pouvoir bouger, beaucoup de mouvements libres, et il a besoin de pouvoir être de plus en plus autonome et faire des choix, explorer voilà, dans ses capacités. Donc les capacités se développent parce qu'on a ce programme génétique qui se développe spontanément, mais ce programme génétique n'est activé que dans la rencontre avec l'environnement. Et donc je vais construire l'association entre mes différents sens, mon système moteur, tout ça, ça va s'intégrer, mon système émotionnel, mon système cognitif, tous ces systèmes se construisent et se coordonnent, s'élaborent et se coordonnent au fur et à mesure de mon apprentissage et de mes explorations de mon environnement. Et s'alimentent mutuellement. Et s'alimentent mutuellement. Et donc c'est toutes ces combinaisons, etc., qui sont absolument nécessaires. Ouais. Donc seulement l'amour et la connexion, ça ne suffit pas. Tout à fait. On a besoin de connexion et de liberté, de déconnexion. Donc. Quand l'enfant le manifeste ce besoin on ne va pas attendre que l'enfant manifeste son besoin. Par exemple, un tout petit nourrisson, au lieu de le laisser dans son siège auto ou dans son berceau, de temps en temps, je le prends, souvent, même quand il est éveillé, je vais le prendre et le poser. C'est pas lui qui demande, mais je vais le mettre sur le dos, je vais le mettre sur le ventre, de manière à ce qu'il expérimente des positions où il va pouvoir développer ses muscles et ses systèmes sensoriels. Je me suis mal exprimée, excuse-moi. Ce que je veux dire, c'est qu'on encourage souvent les parents à couper le cordon, comme on dit. Je veux dire, favoriser l'autonomie en détachant justement l'enfant de sa figure. Le cordon, on le coupe au moment de la naissance, point. Voilà. Mais c'est dans ce sens-là que je voulais dire, c'est quand l'enfant manifeste l'envie aussi d'explorer l'environnement et de se détacher pour les plus grands. Je veux dire, parfois on passe dans des phases un peu anxiogènes pour l'enfant de se détacher. Alors à ce moment-là, il y a 2 écoles, on va dire. Il y a le parent qui dit, bah si, il faut forcer, je veux dire, un peu le détachement à ce moment-là et que l'enfant gère son angoisse tout seul, comme il peut. Ou alors, justement, on va essayer de rassurer, lui permettre le retour de proximité pour mieux s'éloigner seul par après. C'est plutôt dans ce sens-là que je le disais. Donc pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que déjà, on va enlever le « il faut ».
Il n'y a jamais de il faut. Et il n'y a pas deux enfants pareils, il n'y a pas deux parents pareils. Et donc chaque fois, c'est une relation vraiment hyper spécifique. Oui. Ce qui est important, c'est que l'enfant puisse expérimenter un petit peu d'insécurité proportionnelle à ce qu'il est capable Tout à fait. de vivre. Et donc, en fonction de ses capacités de régulation émotionnelle, de régulation du stress, il va pouvoir prendre plus ou moins d'autonomie. Il y a des éléments qui sont biologiques, c'est-à-dire que voilà, biologiquement, il y a des enfants qui vont être beaucoup plus vers l'exploration, etc., parce que plus sécure, et puis d'autres qui ont des gènes un peu plus anxieux, un peu plus stressés. Et du coup, voilà, parce que l'anxiété est effectivement pour une part génétique, mais pour une part seulement. Tout à fait. Et donc, voilà, on va nourrir ça. Mais donc, chaque enfant est différent, le caractère de chaque enfant est différent, ses besoins donc sont différents, donc il n'y a pas de une solution fait tout. C'est ça. Et de temps en temps, c'est utile d'aider un enfant quand on l'a préparé. Il y a beaucoup de choses on sait qu'il a les compétences et il n'arrive pas à sauter, quoi. Là, voilà. Donc, quelquefois, il a besoin, oui, on peut pousser un petit peu, c'est pas un souci. Sauf que si on pousse et on voit que ça se passe mal, on lui permet de revenir. Voilà. C'est ça. C'est important, mais parce que quand on surprotège, c'est ça. Et qu'on est trop dans... Ben, il ne sera jamais prêt, en fait. Oui. Parce que c'est vrai que c'est insécurisant, quelquefois, de découvrir quelque chose de nouveau, de différent, d'aller une semaine en colo. Ben, on ne sait pas si on veut ça vraiment. Un enfant, il n'a pas encore les capacités de représentation. Ça. On a beau lui raconter qu'il va se faire des copains et tout, et, s'il n'a pas des copains déjà à l'école, il va se dire non, moi j'ai des copains. Enfin bref. Oui. Voilà. Donc on peut un petit peu encourager le mouvement, on va dire, tout en lui permettant mais tu as dit tout à l'heure, dans le truc, il faut le lancer et il règle tout seul. Non, on l'accompagne. Oui, d'abord, on vérifie qu'on construit les ressources avant, c'est-à-dire c'est vraiment du coaching. On sait qu'il y a un obstacle à sauter finalement. C'est ça. Donc on va le préparer en amont. Exactement. Qu'il se sente capable et lui montrer quand il l'a sauté qu'il était capable. Il n'a pas besoin qu'on lui montre. On va éviter de faire ça, Marine. Oui. On va éviter de... Ça, c'est la tendance de nous. Il faut que je le valorise, il faut que je le valorise. Mais en fait, s'il a réussi à sauter, il va le sentir. C'est ça. Et c'est très important que lui le sente. Bien sûr. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est comment tu te sens après avoir sauté cet obstacle? C'est ça. Comment tu te sens? Et tu te rappelles comment tu étais? Oui. Et qu'est-ce que ça te fait maintenant? Tu vois, quand tu as réussi à faire tout ça, qu'est-ce que tu vis toi? Oui. Et donc, on va lui laisser vivre sa joie. Parce que si on le félicite, ah oui, non, en fait, on prend l'ascendant sur lui. Justement, comme tu disais, lui mais montrer, comment est-ce que tu lui faire prendre conscience, l'aider à prendre conscience. Parce que voilà, je titille sur les mots, mais t'as raison. Mais en tant que parent, on est beaucoup trop, en fait, tout le temps à surprotéger, à prendre le pouvoir, en fait. Et finalement, montrer à l'enfant, tu as fait ça, ou même pire, tu vois, je te l'avais dit que ça se passerait bien. Ben oui. Et pareil, quand ça se passe mal, hein, tu vois, je t'avais dit que tu tomberais. C'est ça. Je réponds longuement à chaque question. Non, mais c'est bien. Je pense que c'est intéressant. Ah, encore une question. Comment amener un enfant de 2 ans et quelques mois à exprimer ses émotions, surtout la colère et la tristesse, quand il a un message contradictoire à la crèche? Arrête de pleurer, calme-toi. Ah, bah ça répond à une question de crèche. Bien. Ouais. Effectivement. On change de crèche où on aide la crèche à faire un peu de formation sur la question. Il y a de plus en plus de ressources. Il y a des ressources sur Internet, il y a des petits films, il y a toutes sortes de choses, et pour les crèches et pour les parents. Et donc, c'est vraiment vraiment de plus en plus maintenant, on sait combien il est important de muscler les compétences psycho-émotionnelles. Donc, ça n'est plus très difficile de trouver des ressources. Oui, c'est sûr. Et on en vient justement, voilà, comment faire quand la pédagogie à l'école ou à la crèche ou dans le milieu extérieur à la famille n'est pas le même qu'à la maison. Par exemple, quand on utilise la bienveillance à la maison et tout ce qui est punition et compagnie à l'école, comment est-ce qu'on gère ça en tant que parent? Est-ce qu'on essaye d'expliquer à l'enfant? C'est compliqué. Alors, avant d'expliquer, parce que là, on reste quand même encore dans ce truc de je suis le parent, je contrôle, je prends le pouvoir sur l'enfant, on peut vraiment permettre à l'enfant de se développer aussi là-dedans. Et donc, on va être attentif. Déjà, on peut continuer de militer. Oui. Militer pour que l'école change et devienne aussi plus accueillante qu'elle ne l'est. Et continuer de montrer l'inefficacité sur le long terme des punitions. Enfin, si, à l'école, c'est quand même super les punitions, c'est extrêmement utile aux enfants.
puisque un enfant puni, enfin surtout à l'adolescence, il va gagner en nombre de petites années. Donc, chaque punition augmente votre statut social. Et votre enfant peut avoir besoin d'augmenter son statut social vis-à-vis des autres enfants. Donc, effectivement, là, peut-être au collège, au lycée, c'est pas mal de conserver les punitions. Les retenues. Voilà, c'est pas l'idée de base des adultes en général, je crois, mais bon, voilà. C'est important de mesurer que c'est l'impact. Mais donc, les enseignants qui donnent des punitions ne sont pas du tout conscients de l'inefficacité et de toutes les études qui sont sur le sujet, donc on peut petit à petit les glisser. Donc ça, c'est notre job d'adulte. Ensuite, vis-à-vis de l'enfant, eh bien, on peut lui demander et voir avec lui comment ça se passe, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce que tu as ressenti quand voilà. tu as été puni. Oui. Voilà. Et l'aider à comprendre la motivation de l'adulte. Et plutôt que nous donner les explications, avant de donner l'explication, on va demander à l'enfant, à ton avis, pour quelle raison il fait ça, etc. Et où est-ce que tu as vu ça, voilà. On l'aide à réfléchir. Bon, évidemment, ça dépend de son âge, mais c'est toujours se souvenir que l'objectif, c'est de lui permettre, lui, d'être plus... que ça l'abîme pas. C'est ça. Et d'avoir donc, une réflexion voilà. lui-même. Oui. Et plus il aura sa propre réflexion, plus il sera solide et fort dans la situation, parce que s'il se passe un nouveau machin, il va savoir réfléchir par lui-même. Que sinon, il va vite se réfugier. Maman, qu'est-ce qu'il m'a fait ça, et donc, c'est pas ça qu'on veut non plus. Non. Donc, voilà, nous ne pouvons pas protéger nos enfants tout le temps. Ce qui est important, c'est pas notre job d'ailleurs de les protéger. Enfin, si, c'est notre job de les protéger quand ils sont tout petits. Et évidemment, si ça dépasse les bornes, s'il y a des coups, s'il y a des humiliations, on intervient, bien sûr. Et en même temps, ce qui est important, c'est de permettre à l'enfant de se développer au maximum lui-même, de sentir ses forces, ses capacités, et plutôt que de le protéger, lui enseigner à se protéger lui-même. Effectivement. Et je rebondis sur les études dont tu parlais. Il y a effectivement une étude très très éloquente là-dessus qui disait que ils avaient interrogé des enfants qui avaient été mis à l'écart à l'école. Donc à mon époque, on pratiquait la chaise en couloir. Voilà, on sortait de classe, on allait s'asseoir sur la chaise. Et ils ont interrogé ces enfants-là. Et en fait, ils se sont rendus compte que les enfants, n'avaient pas du tout compris pourquoi ils avaient été mis à l'écart. Ils étaient incapables d'expliquer la raison. Ils rapportaient un sentiment de peur, de tristesse, de solitude et de ne pas être aimés par leur enseignant. Donc fondamentalement, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont reproduire le comportement, vu qu'ils ne savaient pas pourquoi ils étaient punis. Et en plus, ils ont l'impression d'avoir perdu quelque part l'estime de l'adulte, qui est leur référence, au final, à l'école. Donc c'est vraiment, effectivement, purement inutile. Et ce qui serait la motivation pour qu'ils changent de comportement et améliorent leur comportement. Et ce qu'on attend d'eux, parce que du coup, forcément, c'est un peu idiot. C'est quand même étrange que les adultes, on en soit à dire on veut obtenir un comportement positif d'un enfant, et pour ça, on lui enlève toutes les ressources, on lui enlève toutes ses capacités de pouvoir le faire. En fait, c'est comme si on vidait le réservoir d'essence d'une voiture avant de lui demander de nous emmener quelque part. C'est très spécial en fait. Oui, le raisonnement est très particulier. Spécial. Et d'ailleurs, quand on interroge des adultes sur le pouvoir de la punition, autant les enfants répondent c'est pour rendre les gens gentils ou obéissants et compliants, et les adultes sont très au courant que ça ne fonctionne pas en fait. Ben oui, parce que de toute façon, ils sont sans arrêt obligés d'augmenter bien sûr, la punition. Et ça se voit même dans la société avec les multirécidivistes et compagnie. Si la punition permettait de ne plus reproduire le comportement, ça se saurait. C'est ça. Est-ce qu'un parent peut être tout le temps dans un schéma d'éducation dite positive? Je sais, le terme est discutable, mais on va, pour nos interlocuteurs, utiliser ce terme-là, si tu veux bien. Est-ce qu'on peut être tout le temps dans cette capacité d'écoute et d'attention sereine de nos enfants et cette créativité? Ah oui, sauf que ça dépend de ce qu'on appelle l'éducation positive, parce que l'éducation positive, c'est 30% du temps, je suis en bonne connexion, je décode les émotions, et 70%, je suis en mismatch. C'est ça. Donc ça, c'est l'éducation positive, c'est Édouard Tronic, notre grande éducation positive qui le dit. Et donc, l'éducation positive, c'est tout ce qui va favoriser la collaboration, quelque part. Tout ce qui va favoriser le bon développement d'un enfant. Or, pour se bien développer, un enfant a besoin aussi de rupture de contact avec sa maman. Il a besoin aussi que les parents ne comprennent pas un truc. Il a besoin aussi qu'il y ait des trucs qui sont imprévisibles et qu'il y ait des réparations.
Donc en fait, la seule chose qui fait que ça va être de la parentalité positive ou pas, c'est quand on disjoncte, est-ce qu'on répare ou pas. C'est ça. Si je répare, c'est de la parentalité positive, même si j'ai crié, même si voilà, même si j'ai pas été attentive, j'ai loupé, j'ai complètement pas vu qu'il avait un besoin là, j'étais sur mon téléphone, machin, et c'est seulement après que je réalise, ah tu as ressenti ça, je répare, hop, ça y est. Donc ça veut dire quoi, parentalité positive? Quand on est pas plus de 70% du temps en mismatching, en rupture de contact, en rupture de lien, eh ben, on est encore dans la parentalité positive. Ça, c'est très déculpabilisant pour le coup, parce que c'est vrai que moi, je prends toujours cette histoire de continuum quelque part. La parentalité positive, en tout cas toutes les stratégies et pédagogies bienveillantes, on va essayer de tendre un maximum vers ça. Mais fondamentalement, chaque parent sait qu'on ne peut pas être tout le temps là-dedans. On est parfois un peu laxiste parce qu'on lâche l'affaire et qu'on se dit, bon, il faut choisir ses combats, hein, comme on dit, il va dormir une demi-heure plus tard, bon, tant pis. Et parfois, on est un peu plus autoritaire parce que nous-mêmes, on est stressé, parce qu'on n'a pas le temps, qu'on a un rendez-vous et on dit, allez, mets tes chaussures, dépêche-toi. Voilà. Et donc, on a essayé de tendre vers cette connexion et ce lien. En fait, c'est le problème qu'on a en France avec le mot parentalité, enfin en francophonie. Parce qu'on a utilisé ce mot parentalité qui est une mauvaise traduction du mot anglais parenting. Qui serait plutôt parentage. Qui serait parentage. Donc le parentage, ce sont des techniques. C'est ça. Donc est-ce que je peux tout le temps être dans un parentage positif? Non. Mais une parentalité, le problème c'est le mot parentalité, c'est comme si ça englobe notre identité, notre personne, tout ça. Donc du coup, voilà, ça change. Mais dans une parentalité positive, eh bien oui, on peut avoir 30% de parentage positif et 70% d'autres choses. D'autres choses, mais à condition de réparer. Voilà, bien sûr. Et recréer ce lien et expliquer ce qu'on nous on a vécu aussi en tant que parents. Je vois bien quand je romps le lien quelque part avec mon fils, j'essaie de réparer le lien en lui expliquant comment moi j'ai vécu la situation aussi. Oui, mais alors à faire en second temps. Parce que bien si sûr, on va trop vite là-dedans, c'est comme si on se justifiait. Or, c'est pas utile de se justifier. Bien sûr. Il peut avoir besoin. Mais si je me dispute avec mon conjoint, je vais lui expliquer aussi quelque part pourquoi j'ai pété les plombs. Sans me justifier, en expliquant simplement factuellement, voilà, dans cette situation-là, je ne me suis pas sentie écoutée, donc j'ai crié, par exemple. Et donc, mon fils à 3 ans a bien compris que quand je crie, en général, c'est que j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas. Et lui, pareil, quand il se met à crier, c'est que je ne l'ai pas entendu non plus. Donc voilà, c'est vrai qu'on essaie de se comprendre et du coup, on crie moins parce qu'il sait que quand je commence à parler doucement, à force de répéter, si je vais répéter 12 fois la même chose sur la matinée, la 13e, je vais la dire un peu plus fort, quoi. Mais bon. Mais juste avant d'expliquer, on va quand même prendre le temps de mesurer ce qui s'est passé pour lui. Bien sûr. Donc, oui, mais c'est tout lui le monde d'abord qui nous écoute n'a peut-être pas cette conscience-là. Et donc, c'est lui d'abord. Si il y a eu un comportement exagéré, donc pour réparer, dans un premier temps, je dis, là j'ai eu un comportement exagéré, tu as dû avoir peur. Bien sûr. Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu t'es dit dans ton cœur? Est-ce que peut-être tu t'es dit que je t'aimais plus? Voilà, donc on va l'aider à formuler ce qu'il a vécu et on va mesurer. Oui, et c'est seulement après avoir mesuré qu'on peut expliquer. Bien sûr. Et plutôt que d'expliquer, on peut lui demander, à ton avis, pourquoi j'ai fait ça? Parce que si on lui a déjà expliqué 2-3 fois, globalement, il a pigé. Donc c'est pas la peine que nous, on dise, j'ai fait ça parce que tu sais mon enfance, etc. Bien sûr. Il peut le savoir lui-même et c'est toujours... Mais c'est vrai que c'est important de se poser d'abord, évidemment. Et c'est vrai que je sautais cette étape-là, de se poser d'abord en disant est-ce que je t'ai fait peur? Est-ce que tu es en colère parce que j'ai crié? Tout à fait. Et d'utiliser nous-mêmes, ça j'ai remarqué, des stratégies qu'on leur demande d'utiliser à eux. Parce que ici, le coussin du cri à la maison, quand on a vraiment besoin d'évacuer, parce que quand on est en colère, parfois on a besoin de crier. Et donc, je dis, écoute, là, je sens que je suis en colère. Je reviens, je vais crier, je reviens. Alors, et du coup, je vais crier dans son coussin, dans mon coussin, dans le coussin, je crie. Et du coup, il me dit, oui, mais crie pas trop fort, hein, maman, parce que j'ai de la voix, et donc même quand je crie dans le coussin, on m'entend. Alors du coup, c'est presque un jeu au final, parce qu'il sait bien, et puis après, je reviens zen, on respire tous les deux, on essaie de réguler. Et j'essaie d'utiliser ces outils aussi, pour que lui, du coup, spontanément, aille les utiliser aussi.
Parce que forcément, si moi je les utilise pas, Exactement. lui, il va pas les utiliser. C'est tout non à fait plus, ça, Marine. C'est une des raisons pour lesquelles le coussin de la colère ne marche pas dans certaines familles, c'est que c'est seulement pour l'enfant. Donc là, Bien il a sûr. compris que si Bien c'est sûr. seulement pour lui, c'est dévalorisant. Donc non. Si moi je casse des assiettes et que je lui interdis de casser des assiettes quand il est en colère, ça fonctionne pas. C'est ça. Tout à fait. J'ai vu passer une petite question. Pouvez-vous parler un peu plus du parenting dans quel sens en termes de Oui. parentage Donc en ça fait, oui, c'est ça, Oui. parenting, ça, le mot anglais c'est positive parenting, donc c'est le parentage positif, tandis que nous on a traduit par parentalité et en anglais ça c'est parenthood. C'est ça. La parentalité c'est le parenthood, c'est le fait d'être parent. Et donc c'est pas tout à fait pareil. Et donc le parentage positif c'est vraiment des actions C'est ça. concrètes. Un peu comme on fait la distinction j'aime pas du tout le terme maternage, donc j'utilise parentage proximal, C'est ça. où on va décrire dans ce parentage proximal le fait de porter l'enfant, de faire du pot à pot, de répondre aux pleurs, etc. Par rapport au parentage distal qui ne qualifie pas techniquement la personne, mais plutôt les actions qu'elle a C'est ça. vis-à-vis de l'enfant. C'est ça. C'est pour ça qu'en France, c'est souvent mal vu la parentalité positive, dans le monde francophone, Parce qu'on catégorise. Et du coup, les gens se sentent catégorisés, et du coup, ça... C'est ça. Et du coup, Et c'est s'ils dommage. crient, ce sont des mauvaises personnes, parce que ce sont de mauvais parents. Donc, dans le prochain livre que je publie, j'ai mis parentage. On va voir si ça Bien. fonctionne. C'est chouette. On va tenter de changer semons des le graines, hein. langage. Semons Voilà, des graines. semons des graines. Donc ça, on a fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand nous, on est convaincus de ce parentage positif, mais que le conjoint ou la famille est un peu plus réticente par rapport à ça et qu'il y a une discordance sur la méthode éducative à appliquer par rapport à l'enfant? Qu'est-ce que tu conseillerais à ce genre de famille? Chaud comme question. Oui, mais déjà, je ne conseille rien. Ce qui peut être utile, c'est ne pas oublier que la parentalité positive ou le parentage positif, c'est pas seulement avec les enfants. Bien On sûr. a besoin de le faire aussi avec la belle-mère, avec les grands-parents, avec tout le monde. Mhm. Et donc du coup, je me dis quoi? 2 besoins fondamentaux, sécurité et liberté. On y Et est donc, bien. je vais fournir à toute cette famille élargie de la sécurité. Et eux trouvent actuellement leur sécurité dans leurs croyances. Bon, mais je vais fournir de la sécurité plus dans le lien. Et petit à petit, reconnaître qu'ils ont ces croyances-là. Mhm. Et de la liberté, c'est-à-dire qu'ils peuvent l'exprimer. Mais la manière, donc c'est une des choses que j'enseigne dans les ateliers et à mes coachs, c'est comment répondre. Donc par exemple, vous avez un beau-père qui dit ah, quand même, si tu mettais un petit peu plus de limites, ce serait mieux. C'est ça. Ou une bonne fessée, bonne fessée, il irait plus droit. Au lieu de dire mais non, on va dire mais oui, tu as totalement raison. C'est exactement ça qu'on disait il y a 50 ans. À tester, vous Et nous du ferez coup, un retour. voilà. Donc l'idée, c'est de systématiquement, quand on vous dit quelque chose d'horrible, Mhm. vous dites mais oui, bien sûr, tu as raison. Et donc la personne se sent sécurisée, valorisée, elle a raison. Ouais. Et après, vous ajoutez un recadrage. Et donc vous recadrez dans le temps, c'est Ouais. ce qui se disait avant, Avant. c'est ce que tu as vécu dans ton enfance. Je te C'est- comprends, enfin j'ai entendu ton Voilà, message. et puis voilà, ou c'est ce qu'on dit encore en Chine, ou c'est ce qu'on raconte sur Mars. Bref, on C'est ça. le déplace, on recadre par rapport à un autre espace dans le temps ou dans l'espace. Et du coup, voilà, on C'est- n'est pas atteint par ça. C'est ça. Et la personne ne peut plus trop rien Oui, dire. en fait c'est respectueux et on met à distance de façon respectueuse. Voilà, c'est c'est ça. intéressant. Et donc, il on y a- peut ajouter, et aujourd'hui, on sait que. C'est Et ça. aujourd'hui, j'ai écouté le podcast de Marine Malin, et donc du coup, voilà, bah, on sent ta bouge, Mais j'ai oui. appris que. On et, informe. voilà, On et on informe. informe. Ouais. Et du coup, l'information peut être reçue par la personne parce qu'on lui a dit oui, tu as raison.
C'est ça. Tandis que si on lui avait dit non, c'est pas comme ça, alors ça coupe marche le pas. message. On braque en Et fait oui. les gens. C'est ça. Il y a une question ici de Biofamille. Hello madame, j'étais hier soir à Tubize, c'était Ah. super, merci. J'ai bien sûr 1001 questions, mais j'en ai deux principales. Ma fille de 7 ans a peur d'aller à l'étage. Je l'ai accompagnée chez un psy qui l'a fait dessiner, etc. Et apparemment, elle aurait une imagination débordante. Bon, à 7 ans, c'est plutôt bien d'avoir Oui, une imagination. chouette. Bref, elle ne monte toujours pas seule à l'étage, donc dans sa chambre, c'est épuisant car il faut l'accompagner. J'ai pas la fin. Alors, elle a 7 ans, donc monter à l'étage, on va chercher les différentes possibilités. Déjà à 7 ans, comme je l'expliquais pendant la conférence, on peut jouer avec des petits personnages, jouer, etc. pour plein de choses, pour pouvoir faire émerger. Mais voyons un petit peu qu'est-ce qui peut se passer. Donc soit il y a eu quelque chose à l'étage qui lui a fait peur. Peut-être il y a un traumatisme. C'est la première piste qu'on va chercher. Qu'est-ce qui se passe à l'étage? Est-ce qu'un jour elle est montée à l'étage toute seule et elle a eu peur de quelque chose? Il y a eu un bruit, un truc, voilà. Les enfants très souvent vers 5-6 ans vont voir des ombres ou des personnes, etc. En fait, c'est pas tout le côté entre l'imaginaire et le réel, c'est en train de se construire. Donc peut-être dès 5-6 ans, c'est l'âge où on se fait des amis imaginaires, etc. Peut-être qu'elle a vu des choses et qu'elle n'a pas trop suggéré, puis c'est resté. Et même maintenant qu'elle a 7 ans, ben, il reste la peur sans que ce soit plus accroché à quoi que ce soit. Donc peut-être il y a eu un traumatisme à ce moment-là, de cet ordre-là. Donc là, elle a 7 ans, donc peut-être on peut simplement l'interroger et chercher avec elle en se rappelant à quel moment ça s'est fait. À quel moment elle a commencé à avoir peur de monter à l'étage. Parce que ça peut nous donner une clé. Parce que si ça se trouve, ça n'a rien à voir. C'était parce que papy est décédé ou il y a eu quelqu'un de malade. Naissance du petit frère il y a 3 ans, jamais monté à l'étage seule car nous avons déménagé il y a 2 ans. Et elle n'était pas capable de nommer cette peur. Première réponse à la question. D'accord, donc ça veut dire que la première maison, il n'y avait pas d'étage. Ça, je ne sais pas. D'accord, donc elle n'est jamais montée à l'étage seule. Donc déjà, ça peut nous dire, je ne veux pas de cette nouvelle maison puisque c'est aussi un nouveau petit enfant avec moi. Oui, c'est ça. Un an avant le déménagement, si j'ai bien compris, vu qu'il est né il y a 3 ans, ils ont déménagé il y a 2 ans, donc c'est un peu dans la foulée. C'est dans la foulée, mais c'est peut-être un peu distant. Oui. Bon, en tout cas, on va chercher ce qui s'est passé, mais il y a déjà un déménagement. Et donc, elle n'est jamais montée à l'étage. Donc, ça veut dire que ce déménagement a été probablement un peu stressant. Il y a eu de l'insécurité par rapport à ce déménagement. Donc, la faire parler du déménagement en faisant déménager des poupées. En fait, voilà, on joue au déménagement plein de fois. On joue au déménagement et on rejoue au déménagement et on rejoue au déménagement. Et à un moment, la poupée, on fait qu'elle monte l'escalier. Ah, j'ai peur. Hop, je redescends. Qu'est-ce qu'elle dirait, machin. Voilà, on fait parler un petit peu pour faire émerger de ce qui se passe. Tout à fait. Super intéressant. Voilà. Ça c'est fait. Alors, que faire quand on a soi-même été débordé, qu'on a crié, on l'a déjà dit. Comment est-ce que la société pourrait changer de regard sur l'enfant? Parce qu'actuellement, on reste dans une société très autoritaire, très dans le contrôle des autres et de l'enfant principalement, qui doit faire comme on lui dit et quand on lui dit aussi. Comment est-ce qu'on pourrait espérer un changement de paradigme? J'espère que mes livres et les podcasts et tout ça peuvent petit à petit y contribuer. Fournir des informations aux parents. On comprend ce qui se passe dans le cerveau. En fait, les neurosciences ont apporté énormément. Ça a aidé énormément parce que voilà, on découvre dans le cerveau de l'enfant, il se passe ceci, cela. Mais du coup, on ouvre nos yeux, on se dit, mais finalement, alors ça veut dire que c'est pas un comportement d'opposition. Ça veut dire qu'il se fiche pas de moi. Ça veut dire que il me cherche pas. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans son cerveau. Donc déjà, avoir cette information petit à petit. Donc, diffusion de ces informations au maximum pour que petit à petit, on comprend. Quand on comprend le comportement de l'enfant, on arrête de surréagir en imaginant qu'il cherche à nous manipuler.
Mais ce qui fait vraiment changer les mentalités, c'est de changer de comportement. Donc c'est petit à petit, au fur et à mesure que nous allons commencer à avoir de plus en plus des comportements constructifs, des comportements de parentage positifs, que du coup, petit à petit, ça s'enclenche et ça va fonctionner et ça devrait basculer vers une nouvelle société. Une pierre à la fois, du coup. Alors, comment accompagner, comment est-ce que des parents qui sont dans un parentage plutôt de type autoritaire, avec une discipline très stricte, qui auraient envie de justement mettre un peu de parentage positif dans leur technique, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Est-ce qu'il faut tout changer d'un coup? Est-ce qu'il faut y aller étape par étape? C'est à chacun de voir. Hein. C'est à chacun de voir. J'ai rencontré des gens qui avaient tout changé d'un coup. Et leurs enfants étaient un peu déstabilisés, n'y croyaient pas. Alors, quand on change tout d'un coup, on peut s'attendre à un dysfonctionnement global pendant quelques temps. Ah, voilà, bon, il y a eu une petite suspension. Est-ce que vous savez nous confirmer que vous nous entendez et que vous nous voyez? Je pense qu'on a eu un petit souci de connexion. Il nous reste quelques questions, sinon on clôturera. C'est ok, super, voilà. Merci. Alors. Et donc, je disais, c'est possible de faire tout et c'est possible aussi de se donner un objectif par semaine et de changer une chose par semaine. Et la première chose, je pense, va être fournir de l'attachement, fournir de l'affection, fournir de la sécurité en fait. Et après, le reste va se mettre en place très naturellement. Mais c'est sûr que quand on sort d'un stage, on dit j'ai tout changé. C'est un peu beaucoup à la fois. Et donc, autant se donner un objectif par semaine ou par mois, bref, et on fait c'est vrai que moi, en tant que psy, j'aime bien le côté progressif, parce que c'est vrai qu'on... Alors, ça marche pour certains, effectivement, de changer tout d'un coup, et tant mieux, pour le coup. C'est pour ça. Mais c'est vrai, chacun fait comme il veut, évidemment. Mais c'est vrai que parfois, le changer tout d'un coup peut provoquer un peu le, comme tu dis, ça, le chamboulement. Et du coup, dire wow, attends, ça fonctionne pas, moi, je retourne en arrière, total, non. Voilà. Donc, c'est ça que j'aime bien, cette idée de progressivité. Après, effectivement, quand on est convaincu de son truc et qu'on ne veut pas changer tout d'un coup, c'est un peu comme arrêter de fumer en fait. Hein. Il y en a qui arrêtent d'un coup, il y en a qui arrêtent progressivement. Voilà, chacun doit faire comme il le sent, surtout pour que ce soit dans la durée en fait. Et on peut ou non l'annoncer aux enfants. Là aussi, j'ai eu tous les cas de figure. Ah oui, c'est vrai, il y en a qui rentraient en disant bon, j'ai fait un stage et à partir de maintenant, voilà, je ne crierai plus, je ne punirai plus, voilà, on va faire différemment et voilà les nouvelles règles, voilà les nouvelles choses qu'on va faire, etc. ensemble. Et donc là, voilà, et donc c'est intéressant. Et il y en a qui ne disent rien. Et juste du coup, ben, tu cries plus, mais attends, qu'est-ce qui se passe, papa? Mais qu'est-ce que t'as, papa? T'es malade? Ah, c'est intéressant, ça serait marrant à observer quelque part. Ben non, pourquoi? Voilà, ça. Ouais, tout va bien. Ah, mais c'est chouette, c'est chouette. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à cet aspect annoncé ou pas annoncé. C'est intéressant. Il nous reste 3 petites questions. Alors, pour le moment, je t'entends parler beaucoup d'alimentation. Est-ce que tu penses que l'alimentation a un rôle à jouer dans nos comportements et dans le comportement de nos enfants? Ah, c'est pas qu'elle en a ou pas, c'est qu'elle en a. Ouais. Elle joue un rôle, c'est évident. C'est-à-dire notre alimentation nous impacte forcément. Et quand des enfants ne mangent que de la nourriture ultra transformée, quand des ados ne mangent que de la nourriture ultra transformée, ben, leur cerveau n'a pas le carburant nécessaire pour pouvoir réguler les émotions. Donc, ni ils vont être capables de réguler leurs émotions, ni ils vont être capables de pouvoir réfléchir et donc être opérationnels en classe ou ailleurs. Et donc, oui, bien sûr que ça joue. Donc, il y a différents éléments que j'ai étudiés dans mon livre « Un zeste de conscience dans la cuisine ». On en sait de plus en plus sur l'impact de la nutrition sur les comportements et sur les émotions et sur les capacités cognitives. Mais déjà, ce à quoi on peut être vraiment attentif, c'est la quantité de colorants et d'additifs qu'il y a dans les produits. Et c'est sûr, voilà. Et donc, dès qu'on lit quelque chose qu'on ne connaît pas comme un aliment, peut-être c'est pas la peine de le manger. Ouais. Ça, c'est un peu la règle. C'est vrai. Et il faut savoir qu'on a un deuxième cerveau dans notre corps, qui est au niveau du ventre, justement. Donc, il faut en prendre soin de ce deuxième cerveau. Dans notre ventre, nous
nous élaborons beaucoup de sérotonine, et cette sérotonine, c'est l'hormone du bien-être, c'est l'hormone qui justement va aider à réguler les émotions, et Tout à donc fait. on en a besoin. Absolument. Donc nourrissons nos Nos estomacs et nos de- cerveaux. et nos intestins de manière à ce que la flore intestinale puisse, ne pas être en inflammation et nous permettre d'avoir suffisamment de bonnes hormones aidantes. Tout à fait. Un enfant peut être carrément super ténu machin juste parce qu'il a les intestins enflammés. Oui. Donc, C'est vrai, mais c'est très flagrant parfois de voir un changement d'alimentation. Alors, bon, ça ne règle pas non plus tout non plus, mais il y a vraiment des comportements qui sont du tout au tout parfois. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, il y a certains aliments où il est marqué très clairement peut provoquer des troubles de l'attention et de l'hyperactivité chez l'enfant. c'est ça. Donc, 19 additifs 19 ont été épinglés de cette manière. Et ce qui est important de mesurer aussi, c'est que si 19 produits, c'est juste parce qu'ils ont été testés individuellement. C'est ça. Rien n'a été fait sur Ensemble. les combinaisons. Et là, on n'ose même pas y penser. Oui. Ah, que pensez-vous de la pédagogie Montessori? Voilà. C'était vraiment de la pédagogie positive. Hein. Ouais. Montessori a un respect, une admiration et aide et favorise le développement des compétences de l'enfant. Donc on est vraiment dans Les prémices, c'est vraiment dans l'éducation positive, ça en fait partie. Et ce que j'aime dans Montessori, c'est d'une part tout le matériel à hauteur d'enfant, et du coup aussi les adultes à hauteur d'enfant, le côté choix, liberté et le côté cadrant, parce que eh bien, il y a une façon de faire, l'enfant ne fait pas n'importe quoi quand il veut là, mais je me fixe un objectif, je mesure là où j'en suis, est-ce que je sais me servir de ce couteau déjà ou pas encore, est-ce que c'est le bon moment pour pouvoir faire ça, et donc il y a des négociations avec l'adulte, donc ça développe une conscience de soi, un esprit de responsabilité et beaucoup de sentiments de pouvoir personnel, parce qu'on découvre, on explore énormément en Montessori par soi-même. Ouais. Donc après, c'est difficile de dire la pédagogie Montessori parce que chaque école Montessori est dirigée et animée par des gens différents et qu'il y a il n'y a pas une seule façon, il y a aussi la personnalité des différents enseignants qui interviennent. Mais de manière générale, oui, la pédagogie Montessori est une des pédagogies que je soutiens. Dans la philosophie de la chose, c'est vrai que la philosophie et la pratique. Et la pratique. Et je suis très proche de Céline Alvarez, qui est vraiment une porteuse de ça et qui a permis à la philosophie de Montessori d'être adaptée aussi au jour d'aujourd'hui. Oui, aussi, tout à fait. Et c'est des techniques, en tout cas, ou des pédagogies qui sont retrouvées dans plein de milieux et qui sont de plus en plus étudiées au niveau scientifique, en fait. Maria Montessori avait énoncé certains principes et certaines prémices de cette pédagogie qui ont été par la suite évaluées au niveau scientifique et tout à fait validées, donc c'est assez impressionnant. Quels sont vos espoirs pour le futur de l'éducation? Dans un monde parfait. Je fais un rêve. C'est ça. Je fais un rêve. Mais ce serait vraiment que dans notre monde francophone qui est encore tellement à la traîne sur le regard des enfants, eh bien ce serait que on n'imagine même plus qu'on puisse punir un enfant et que comme en Suède, ça nous paraisse comment ça punir, ça sert à quoi? Ça, ce serait génial. Voilà. Ouais. C'est qu'on ait cette idée qu'un enfant, il fait toujours le mieux qu'il peut et que s'il n'arrive pas, s'il a des comportements débordants, c'est qu'il a besoin de l'aide de l'adulte, de l'accompagnement de l'adulte, il a besoin de ressources. Et donc je fournis des ressources et que si quelque chose se passe mal, c'est qu'il a un besoin et non pas qu'il fait quelque chose contre nous. C'est ça.
Se sortir un peu de cette idée de processus manipulatoire de l'enfant peut-être mu par des intentions négatives vis-à-vis de l'adulte, quoi. Dernière petite question qui est arrivée ce matin. Ah bon, parce que c'était la dernière là. Ouais, désolée. Comment accompagner le refus d'un enfant de 3 ans et demi d'aller chez son père et les crises qui précèdent? Ah, ouais, ça c'est une question très délicate. 4 milliards d'euros. Là. Ouais. Et qui, à mon avis, va toucher pas mal de gens aussi dans les familles séparées. Du coup. C'est extrêmement compliqué parce que on ne sait pas pour quelle raison il refuse. Et parfois, il refuse parce qu'on sait qu'il va y subir des violences. Donc là, c'est vraiment extrêmement compliqué. On est tous très très démunis devant ça. Il est utile de continuer à faire changer les lois et surtout à faire que les lois commencent à être acceptées, qu'elles soient respectées. C'est pas simple. Non. Aujourd'hui encore, les juges ont tendance à continuer de permettre à des pères violents, à des mères violentes de voir leurs enfants et d'être sans qu'il y ait de médiation, etc. Donc aujourd'hui, on sait que c'est encore un problème. Mais voilà, on n'a pas de pouvoir là-dessus et tout ce quoi on a un peu de pouvoir, c'est comment fournir des ressources et comment accompagner notre enfant. Donc la clé, elle va être toujours la même. Ne pas chercher à surprotéger, on ne peut pas. Il y a une zone où de toute façon l'enfant n'est pas protégé, ne peut pas être protégé par nous, ne peut pas être protégé par la société, malheureusement, pas encore. Et donc du coup, eh bien, on va lui fournir à l'intérieur du maximum de ressources. Et pour qu'il ait ce maximum de ressources, on va d'abord l'écouter. Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait? Et alors là, pour qu'il puisse le dire, il est nécessaire que nous, on soit stable émotionnellement. Et c'est hyper dur. Et donc, on ne va pas faire ça tout seul, se faire accompagner est absolument nécessaire. On a besoin d'être tout un village, on a besoin d'être un groupe autour de l'enfant. C'est trop dur d'être une maman solo ou un papa solo avec un enfant qui est comme ça et qui peut-être vit des choses très difficiles chez son autre parent. Donc, vraiment être plusieurs adultes autour de l'enfant et permettre qu'il puisse parler. Et il va pas nous parler si on se dit c'est dégueulasse, si on est plein d'émotions contre l'autre parent. Bon, je dis que c'est totalement mission impossible, hein, j'en suis consciente, mais bon, voilà. Si on a trop d'émotions, il ne va pas se confier. Or, il a besoin de pouvoir se confier pour pouvoir s'en libérer et sentir que l'émotion, elle est partagée. C'est ça. On va exprimer ce qu'on ressent et dire qu'on n'est pas d'accord avec ça et que effectivement ce que fait papa, ça n'est pas légal, mais qu'aujourd'hui, eh bien, le cadre légal donne ceci, cela. On est contraint de faire ça. Et donc on va ensuite pouvoir voir avec l'enfant, analyser des situations. Donc décris-moi une situation qui te fait particulièrement peur. Et donc on prend la situation et on va chercher avec lui des solutions, c'est ça, des options. Comment est-ce que tu peux faire? Voilà, 5 options. Choisissons, trouvons 5 options de qu'est-ce que tu peux faire à ce moment-là pour te protéger. C'est ça. Et donc petit à petit, lui permettre de développer des outils de compréhension, même si c'est évidemment trop dur et totalement injuste. Donc ouvrir l'écoute et le dialogue avec l'enfant, si je résume, voilà. Et lui donner des stratégies et du pouvoir personnel. Un maximum de pouvoir personnel. Et essayer de garder peut-être un dialogue et une collaboration avec l'autre parent tant que c'est possible, évidemment. Tout à fait. Pour essayer de s'accorder le plus possible sur l'éducation de l'enfant, parce que on sait que quand les parents se séparent, c'est parfois difficile, mais plus on va garder un contact serein, plus la séparation aussi de l'enfant avec l'un et l'autre parent sera plus apaisée aussi, en dehors évidemment de contextes de violence, hein, évidemment. Oui. Alors il y a une autre situation où l'enfant va pleurer et ne va pas vouloir aller chez son autre parent, c'est quand le parent est trop en détresse. C'est ça. C'est-à-dire quand rester protégé. Voilà. À ce moment-là, l'enfant, il dit je veux pas aller chez papa, je veux pas aller chez papa, mais en fait c'est parce que j'ai peur que maman se suicide si je la laisse toute seule. J'ai peur que maman soit trop triste. Je sais que maman a besoin de moi pour sentir qu'elle est aimée et donc je veux être là avec ma maman. Donc là, c'est complètement autre chose. Ce qu'on va faire, là, on va plutôt réaliser que c'est nous qui avons besoin et qu'on est tellement en détresse que du coup, l'enfant est en train de chercher à nous réconforter. Et donc là,
on va lui dire c'est pas ton job. C'est ça. Je suis très touchée que tu désires faire ça, mais c'est pas ton job. Je vais aller m'occuper de moi. Et donc là, on va chez le psy C'est et ça. on se fait accompagner pour Et pouvoir rassurer l'enfant sur sortir. notre propre C'est ça. stabilité et sécurité. Mm. Et tout ça. Mm. Super. Merci Voilà. beaucoup. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je regarde en vitesse pour te libérer. Ah bah voilà, merci. J'ai inscrit mon enfant dans une école Montessori. Je voulais votre avis. Je vous lis beaucoup. Bah voilà, je pense qu'on a répondu à tout le monde. En tout cas, merci Isabelle pour ce live très intéressant. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter. Là, c'était super d'être ensemble aussi Bah pour oui, ça et c'est avec vraiment vous tous. chouette. Et merci à tous du coup de nous avoir suivis. Le live sera reposté sur la page, donc vous pourrez y avoir accès. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.